Ça y est, c'est fait. Les députés ont voté la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Question donc, qui va payer ce nouvel impôt, ce nouvel ISF, cet impôt sur la fortune immobilière? On voit ça avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur à l'OFCE. Alors jusqu'à présent, si on reprend les chiffres, on avait je crois 350 000 ou 380 000, je n'ai pas les chiffres en tête précis, foyers assujettis à l'ISF, c'est ça? 352 000 350. en 2015. Ouais. Or, les chiffres n'est pas plus récent. Et alors, en 2016, l'estimation, c'est qu'il y en aurait 340 000, qu'il n'y en aurait eu. 340 000. On est autour de 350 000 foyers assujettis à l'ISF. On dit que, mais j'aimerais avoir la confirmation qu'il y a 150 000 foyers qui vont sortir justement de l'ISF du fait du recentrage de cet impôt sur la fortune sur la richesse immobilière. C'est ça? Il y en a 150 000 qui sortent? Alors, pour commencer, aujourd'hui, ce matin, vous nous obligez à faire un peu de la spéculation. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a ce chiffre qui circule, c'est pour ça. Hein. Et on dispose de très peu d'informations, disons de première main, sur qui est assujetti à l'ISF, et donc quelles seront les conséquences de la transformation de l'ISF en IFI. Il n'y a pas d'accès à une base de données de ces contribuables, même anonymisés, qui permettrait de faire ces analyses. Et donc on repose un petit peu sur les évaluations du ministère des Finances, de Bercy, de la DG Trésor. On peut les prendre au mot quand même, non? A priori. Et de la Direction Générale des Impôts. Alors, oui, c'est fiable. En même temps, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors combien a priori devrait sortir, même une fourchette, combien devrait sortir de l'ISF, enfin de l'IFI plutôt? Donc le chiffre qui circule, mais vraiment… 150 000, moi j'ai dit. Voilà, c'est à peu près 150 000. Ceci étant dit, on va discuter, c'est quand même une estimation qui suppose qu'il y ait très peu de choses qui bougent. Or, il y a plein de choses qui peuvent bouger et qui peuvent largement modifier ce chiffre. Par ailleurs, ce chiffre, il ne veut pas dire grand-chose. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir combien il y avait d'ISF qui était payé sur l'immobilier avant la réforme et combien il y aura d'ISF payé sur l'immobilier après la réforme. Donc dans les 3 milliards que coûte la transformation de l'ISF en IFI. La perte de recettes fiscales. La perte de recettes fiscales qu'on peut affecter à l'immobilier seulement. Donc c'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, c'est qu'il y a des assujettis à l'ISF jusqu'au 1er janvier 2018 qui ont un patrimoine immobilier et un patrimoine financier. Comme on enlève de la base fiscale le patrimoine mobilier, le patrimoine financier, à ce moment-là, ils se retrouvent en dessous du seuil de déclenchement de l'impôt sur la fortune immobilière, donc maintenant, par le fait de leur seul patrimoine immobilier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aimerait aussi savoir qui sont ces contribuables qui bénéficient en quelque sorte deux fois. Une fois parce qu'ils sont plus taxés sur leur patrimoine financier, une deuxième fois parce que leur patrimoine immobilier est juste en dessous du seuil. Et puis, qui sont les contribuables malheureux, ceux dont le patrimoine immobilier… C'est eux dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. On est donc, si on fait 350 000 moins 150 000, il reste a priori autour de 200 000 foyers qui vont payer cet impôt sur la fortune immobilière. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur profil, sur leurs revenus? Parce qu'il y a le Figaro qui a donné des chiffres, j'en parle juste après, tirés d'un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Et c'est assez intéressant, mais je voulais d'abord répondre. Donc, qui sont-ils? Alors là, c'est assez difficile à savoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup des très gros contribuables à l'impôt sur la fortune qui probablement vont continuer à payer l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, ceci étant dit, ils ont quand même le gain réalisé par le fait qu'on ne taxe plus leur patrimoine mobilier. Alors, c'est qui ces gens? C'est des gens qui ont des fortunes relativement élevées, qui ont une résidence principale qui bénéficie d'un abattement de 30%, qui peut être d'une valeur assez importante, entre 1 et 3 ou 4 millions d'euros, quand c'est un bel appartement dans le centre de Paris par exemple, plus éventuellement une ou plusieurs résidences secondaires dont ils bénéficient et dont ils usent, une maison au Cap Ferré, un chalet à Megève, une maison de campagne dans le Quercy. Voilà. Donc tout ça peuvent être des éléments qui, de toute façon, faisaient partie de leur patrimoine et vont continuer à être taxés. Alors cela, on peut dire, ils continuent à être taxés sur leur patrimoine immobilier, mais quand même, ils gagnent considérablement sur leur patrimoine est allégée. Financier. Donc la facture est largement allégée et finalement… c'est par rapport au fait que, par exemple, la taxe foncière dans le centre de Paris peut être considérée comme relativement faible
par rapport à la taxe foncière dans d'autres communes, finalement, on peut considérer que là, l'impôt sur la fortune immobilière corrige cet effet-là. Où je veux en venir encore une fois, Gilles Carrez, vous connaissez, l'ancien président de la Commission des finances, il a repris cette formule, encore une fois, des petits riches qui vont aujourd'hui payer l'impôt sur la fortune. Et il y a cet article du Figaro, je vous renvoie dessus, qui explique, en se basant encore une fois sur un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui dit qu'en gros, aujourd'hui, on a 20% des contribuables qui sont taxés à l'ISF, qui ont moins de 50 000 euros de revenus déclarés au fisc. Ça fait quand même 20%, 80 000 foyers, donc 80 000 foyers sur 200 000 assujettis à l'IFI, ça fait quand même 40% des redevables de l'impôt sur la fortune, c'est pas rien. Des gens qui ont hérité de leur patrimoine, mais qui n'ont pas les revenus en face. La classe moyenne supérieure, c'est un gros bataillon de petits riches ou de classe moyenne supérieure qui va devoir 40%, a priori, payer cet impôt sur la fortune immobilière, d'où cette question d'injustice sociale. Oui, alors je ne qualifierais pas ces gens-là de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure. Je pense que ça reste quand même des cas particuliers de gens 80 000 foyers sur 200 000, c'est pas rien. Non, sur les 200 000, mais sur l'ensemble des foyers fiscaux, ça reste quand même des cas particuliers. Ça ne constitue pas la classe moyenne en tant que telle. Supérieure. Ou même la classe supérieure en tant que telle. La classe supérieure, elle ne peut pas être à 80 000 personnes. Elle est sur un échantillon qui est plutôt... Un foyer qui déclare au fisc 50 000 euros de revenus, on le classe comment? Alors, non, mais il faut comprendre qui sont ces foyers qui ont des revenus relativement modestes, mais qui sont quand même assujettis à l'ISF. Et donc, Parce que par héritage, ils ont reçu des biens immobiliers. Voilà, et alors c'est souvent des gens qui ont des biens immobiliers au mauvais endroit. Alors, c'est quoi au mauvais endroit? C'est au bord sur le littoral, au bord de la mer. On a souvent parlé des pêcheurs de l'île de Ré. Oui, il n'y a pas que les pêcheurs de l'île de Ré. Mais il n'y a pas que les pêcheurs de l'île de Ré, il y a tout le littoral qui est concerné. Ça peut être la Côte d'Azur, voilà. Ou les grandes métropoles. Ou les grandes métropoles, et encore dans les grandes métropoles, il faut vraiment serrer sur les très grandes métropoles, et en particulier Paris, le centre de Paris. Et donc à ce moment-là, vous voyez, le cas typique, ce sont des veuves de hauts fonctionnaires qui habitent dans un 200 mètres carrés autour du parc Monceau, qui ont des petits revenus, parce que par exemple, ce sont des veuves, donc elles ont une pension de réversion, donc des petits revenus, y compris par rapport au niveau de vie qu'elles avaient antérieurement, mais qui ont ce patrimoine immobilier très conséquent, qui peut être de plusieurs millions d'euros, et qui en quelque sorte vient de l'histoire de leur vie. Alors on ne peut pas qualifier ça de classe moyenne au sens, ou même de classe moyenne supérieure, au sens où c'est représentatif d'une partie de la population, c'est des nombres assez importants, mais c'est vraiment lié à ce patrimoine immobilier. Et là où c'est compliqué pour ces gens-là, c'est qu'en fait, pour eux, le patrimoine immobilier, il a une valeur qui ne correspond pas à sa valeur de marché. C'est-à-dire quand ils l'ont acquis ou quand ils en ont hérité, c'était des valeurs raisonnables de quelques centaines de millions d'euros. Et 10 ans, 20 ans plus tard, de hausse de prix de l'immobilier, que ce soit sur le littoral ou dans le centre-ville des grandes métropoles, ça représente des valeurs explosives, mais qui ne correspondent pas à une augmentation du niveau de vie. Vous voyez, vous avez toujours habité à cet endroit. Décalage entre les revenus et le niveau du patrimoine immobilier. Voilà. Et ça, ces gens-là, donc, ils prennent de plein fouet. En fait, c'est le cas dans lequel la taxation du patrimoine est problématique. C'est que vous êtes taxé sur une valeur qui reste une valeur, d'une part, qui ne change pas votre niveau de vie, qui n'est pas due à votre fait et que vous ne pouvez réaliser que le jour où vous transmettez votre patrimoine, où vous le liquidez, sachant qu'il peut y avoir des aspects familiaux ou sentimentaux. Vous pouvez vous sentir simplement dépositaire du bien immobilier en question. Imaginons une maison de famille à l'île de Ré. Votre but, c'est de le passer à la génération suivante et vous allez devoir payer un impôt qui peut être, alors là, en complet décalage avec vos revenus et votre niveau de vie. Très bien. Maintenant, encore une fois, je reviens à cette affirmation de Gilles Carrez qui dit maintenant, c'est pas le seul d'ailleurs, notamment à droite, de dire ce sont les petits riches qui vont payer maintenant cet impôt sur la fortune. Les gens, pour le coup, cadre supérieur, encore une fois, profession libérale, patron de PME ou autres, qui ont acheté effectivement peut-être une résidence secondaire, qui sont propriétaires de leur résidence principale. Et c'est eux aujourd'hui le gros bataillon de ceux qui vont payer l'impôt sur la fortune immobilière. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité. Au-delà de l'intuition. Il y a un élément effectivement réel derrière. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui ont un patrimoine immobilier ne sont pas nécessairement des grands riches. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont un immense patrimoine. Bon, ceci étant dit... Et c'est eux, oui ou non, qui vont payer la facture aujourd'hui, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est là où je pense qu'il y a une petite erreur, par contre, d'interprétation, et c'est là où on manque cruellement d'analyse vraiment circonstanciée. De data.
C'est-à-dire que, vous voyez, on a ce cas qui correspond un peu au châtelain des Argentais qui doivent continuer à entretenir le château. C'est un peu ça. Ça, c'est le cas c'est caricatural, ça. Des maisons de l'île de Ré. Mais ça reste un cas particulier. Après, il y a le cas du cadre supérieur ou de l'entrepreneur qui a un patrimoine financier, un patrimoine immobilier, une fortune qui s'estime en quelques millions d'euros, mais qui généralement est diversifiée. Quelques petits millions d'euros, encore une fois. Quelques petits millions d'euros, mais bon, voilà, et qui est diversifié avec la moitié en patrimoine immobilier, la moitié en patrimoine financier. Celui-là, il bénéficie quand même complètement de la réforme de l'ISF, vu que, disons, la moitié, c'est à peu près l'estimation qu'on fait sur cette catégorie de patrimoine, ceux qui sont inférieurs à 5 millions d'euros, qu'il y a à peu près moitié patrimoine financier. Je suis plutôt entre 1 et 2 millions d'euros que vers 5. Mais prenons entre... Pour les petits riches, c'est pas 5 millions d'euros. Prenons dans ceux qui sont imposables à l'ISF jusqu'à 5 millions d'euros en patrimoine total. Ça peut venir assez vite avec l'accumulation, le patrimoine professionnel, le moment où il est liquidé, où il ne devient plus un patrimoine professionnel, mais où il est remplacé. Ça représente aussi un capital retraite pour ces gens-là qui souvent n'ont pas une retraite. Donc, vous voyez, c'est pas forcément des sommes qui sont phénoménales et délirantes. Mais prenons ces gens entre 1,3, donc qui est l'entrée du seuil dans l'ISF, et 5 millions. Dans ces gens-là, il y a quand même un patrimoine qui est diversifié, avec pas que du patrimoine immobilier. Et donc, il bénéficie... Quelle est la pondération C'est à peu près 50%. Et cela, il bénéficie à plein de quand même la réforme de l'ISF. Donc on ne va pas les plaindre, c'est ça que vous me dites. Il ne faut pas les plaindre trop vite et il ne faut pas mettre en avant le châtelain des Argentais, c'est-à-dire le pêcheur de l'île de Ré, qui est le châtelain moderne aujourd'hui. Son problème, c'est plus d'entretenir la toiture du château. Son problème, c'est de payer l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le patrimoine. Donc écartons ce cas-là. Et là, ce qui nous reste, c'est des gens qui, globalement, quand même, restent bénéficiaires. Ils poussent un peu en avant le châtelain des Argentais pour dire, nous, on aimerait aussi avoir en plus la réforme totale de l'impôt sur la fortune et la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière. Bon, voilà, merci pour ces explications. On aurait pu parler d'un autre point qui est quand même assez important, en particulier dans tout ce système-là, qui est toutes les optimisations fiscales qui vont être possibles, comme par exemple augmenter son endettement immobilier pour réduire son patrimoine net immobilier. Et ça, c'est des montages qui sont envisageables. On mesure mal les conséquences, et ce qui fait que c'est peut-être pas 150 000 qui vont échapper à l'IFI, mais beaucoup plus. Mais c'est un sujet qu'on a déjà traité vendredi, vous avez dû regarder Ecorama. Mais je pense qu'on le retraitera aussi dans le futur, quand on aura des données, des éléments, et qu'on aura des appréciations là-dessus. Avec grand plaisir. Xavier Timbaud, merci à vous, économiste et directeur à l'AOCE. Merci Xavier. Merci David.